Quand on arrive chez moi, on est déterminé à être libre. On n'est déjà plus dans le délire de perfection. Si tu fais semblant d'être sûr de toi au boulot et que tu paniques dès qu'on te contredit, tu fais semblant. Donc tu sais très bien que tu n'es pas authentiquement confiante. Et pour moi, le point de départ, c'est de pouvoir dire je fais semblant. À un moment donné, l'entrepreneur, il comprend que c'est à lui de se fonder, mais c'est aussi à lui de choisir et d'être très intentionnel qui s'entoure et qu'est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il absorbe comme information. Tu peux avoir l'impression de pas le mériter ou de pas être encore prêt ou de, tu sais, toujours de procrastiner. Et parce que t'as peur de passer le move qui te ferait de nouveau aimer ton métier, tu dis j'aime plus mon métier. En fait, il faut que ton désir de te retrouver soit au-dessus de ton désir d'être parfaite. Alice, comment ça va ? Écoute, ça va. Un peu fatiguée, semaine très intense à Paris, beaucoup de podcasts, beaucoup d'interviews. Tu vois, mais globalement... Ok. Voilà. En fait, ça devrait être ça. Hein. Ouais, ça va aller. On va pouvoir continuer notre série d'interviews, de questions que ton audience t'a posées. Donc là, l'objectif, c'est... On a pris des phrases de tes clients et on repart dessus parce que ce sont des croyances qu'il faut absolument cut the shit. Voilà. Let's fucking kill it. J'ai tellement voulu être parfaite que j'ai oublié qui j'étais. C'est élaboré à partir de ça. Ouais, ce que ça t'inspire. Si tu as tellement voulu être parfaite au point d'oublier qui tu étais, la première chose à faire, c'est te réconcilier avec l'idée que, en fait, il faut que ton désir de te retrouver soit au-dessus de ton désir d'être parfaite. Ça veut dire qu'il y a un changement dans les valeurs, parce que tu as mis énormément d'énergie à être parfaite, tu as mis énormément d'énergie à ressembler à une femme peut-être qui fait du pilates, qui boit du matcha latte le matin, qui fait bien ses conclusions, qui est bonne partout. Et donc plus tu as été vers cette version de toi, plus tu t'es éloigné de toi. Et donc là maintenant, il faut vraiment que l'intention soit, le désir soit, je veux me retrouver, quel qu'en soit le prix, même si ça veut dire être moche, être bête, décevoir, rater, salir toute cette perfection. Je suis prête à sacrifier la perfection que j'ai construite pour me retrouver. Et ça, dans tes programmes, on arrive justement à déconstruire, tu vois, quand on arrive chez toi, dans ton écosystème, dans ton énergie... Quand on arrive chez moi, on est déterminé à être libre. On veut plus être... En fait, quand on arrive chez moi, on est déjà plus dans le délire de perfection. S'il y a encore un délire de perfection, il est critiqué par la personne et il est déjà identifié et la personne sait déjà que c'est une prison et veut déjà quitter ce contrôle-là. Donc elle vient déjà avec son cœur qui dit « Moi là, en fait, j'en ai marre de jouer ce rôle de meuf parfaite. » Tu vois ? Et donc après, effectivement, les programmes, quels qu'ils soient, permettent de catalyser ce processus, de faciliter ce processus, de l'accélérer et vraiment d'avoir un avant-après avec, j'ai envie de dire, une cage thoracique qui respire mieux et une façon de créer, de construire qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus joyeuse. Voilà. Et dans ce processus, tu as une équipe au quotidien qui suit, qui accompagne. Quel est pour donner peut-être un peu plus de visibilité aux personnes qui ont envie, qui sont curieuses, qui t'écoutent. Quel est le ratio finalement entre toi, ton équipe, comment ça se passe ? Alors je suis celle qui tient l'espace de tous mes programmes d'accompagnement et mes équipes sont ce que j'appelle des space holders. Ce sont des personnes qui tiennent l'espace avec moi, avec différentes compétences, différents enjeux techniques. Certaines personnes sont comme des supports au niveau du client care, au niveau de la technique. D'autres personnes ont des fonctions d'enseignement et de transmission comme toi.
et qui vont venir apporter une expertise complémentaire sur de l'écriture, sur de la vente, ou même sur des enjeux plus psychiques avec de l'hypnose, de la respiration, etc., que je peux intégrer à un programme. On passe à la suite. Ouais. Deuxième proposition, je fais semblant d'être sûre de moi au boulot, mais je panique dès qu'on me contredit. Si tu fais semblant d'être sûr de toi au boulot et que tu paniques dès qu'on te contredit, tout est dit dans la phrase, c'est-à-dire que tu fais semblant. Donc tu sais très bien que tu n'es pas authentiquement confiante. Et pour moi, le point de départ, c'est de pouvoir dire je fais semblant. Parce qu'à partir du moment où tu dis... Parce que beaucoup de gens font semblant et sont pas capables de le verbaliser et sont pas capables d'avoir la conscience de se dire mais en fait, dès que quelqu'un me contredit, je me liquéfie littéralement. Je suis pas capable de verbaliser, d'exprimer cette problématique. Et donc, pour moi, le simple fait de l'exprimer, de le verbaliser, ça veut dire déjà qu'il y a un degré de conscience qui est là sur un problème de je fais semblant d'avoir confiance. Autrement dit, je n'ai pas confiance. Autrement dit, quand quelqu'un me contredit, ça vient taper dans mon syndrome de l'imposteur, ça vient taper dans mon illégitimité intellectuelle. Et en vrai, le sujet, c'est que je me sens pas légitime. Donc, il y a deux raisons à ça. Soit tu n'es effectivement pas légitime et tu es sur des sujets que tu ne maîtrises pas ou tu n'es pas encore suffisamment expérimenté pour te sentir à l'aise quand on te contredit, et c'est un fait. Soit tu n'as pas accumulé les preuves de ton expertise et de ta connaissance et de ta légitimité parce que tu refuses de recevoir des feedbacks. Et parce que quelque part, tu es comme un panier percé qui, tu sais, on te dit c'est top et puis tu le reçois pas. Il y a des gens comme ça, t'as beau leur dire c'est génial ce que tu fais, ça rentre là, ça sort là. Donc en fait, ils sont éternellement illégitimes. Ça, ce que tu dis, moi, il m'a fallu personnellement beaucoup de temps pour intégrer ces feedbacks positifs, ces compliments d'une certaine manière. Comment on finit, comment on fait pour finalement finir par l'entendre? Il faut se faire accompagner de personnes qui ont passé ce step, qui ont su traverser l'illégitimité, qui ont su traverser le syndrome de l'imposteur, qui ont su se mettre en avant malgré le doute et stacker, accumuler des preuves. Quand tu es au contact de personnes qui incarnent ça, elles t'élèvent naturellement. Souvent, quand tu as ce problème-là de recevoir, tu es entouré de personnes qui sont dans l'illégitimité, tu es entouré de personnes qui n'ont toujours pas capté qui ils sont. Et en fait, on continue de se valider entre nous nos croyances qu'on n'est pas assez. Il n'y a personne pour level up le game. Et parfois, il ne te faut pas juste une personne, il t'en faut plusieurs pour que tu puisses passer le cap. Plusieurs espaces. Tu vois, c'est comme si l'univers il conspire à ce que tu vois ta valeur, tu vois. Mais pour ça, il faut déjà avoir une première intention, soit en prenant un accompagnement, soit en allant te faire pote avec des gens qui incarnent je sais qui je suis et ce que je vaux. Je ne remets pas en question ma légitimité. Et très souvent, les personnes qui ne remettent pas en question leur légitimité te donnent de la légitimité. Te disent que tu es légitime, te demandent de l'entendre. Ils ont une façon spécifique de te le faire entendre. Et au bout d'un moment, ça finit par percer ton cerveau. C'est pour ça que c'est très intéressant pour les gens de rentrer dans les espaces que j'ai construits parce que toutes les personnes ont été biberonnées à cette auto-légitimation. Et donc, quand tu arrives avec 60 personnes qui portent cette fréquence, ça va très, très vite ensuite pour la recevoir et l'intégrer. Je sais pas si ça... Et c'est un sujet central dans la mesure où, tôt ou tard, quand tu es dirigeant, entrepreneur, la question de la légitimité, elle est centrale. C'est le cœur du leadership. On doit s'auto-légitimer sur le chemin. Et donc, pour moi, c'est ce qui fait que l'entrepreneur, d'ailleurs, tous les grands mentors le disent, ton entourage détermine ta capacité à t'auto-légitimer, parce que c'est vraiment ça qui va ou t'amener dans un côté, ou t'amener d'un autre côté au niveau de ta confiance et de tes croyances. Donc, à un moment donné, l'entrepreneur, il comprend que c'est à lui de se fonder, quelque part, mais c'est aussi à lui de choisir et d'être très intentionnel qui s'entoure et qu'est-ce qu'il écoute et qu'est-ce qu'il absorbe comme information. Par exemple, hier, j'avais une conversation avec une amie qui m'a dit que j'étais mégalo. J'ai souri. Elle m'a dit, t'es un peu mégalo. Tu vois, c'était pas méchant. Et je lui ai dit, mais tu te rends pas compte
à quel point c'est l'opposé de la mégalomanie, la visibilité, et de porter ce projet. Parce qu'en fait, c'est tout le temps traverser des peurs de s'exposer, des peurs d'être vu. C'est des morts de l'ego continu. C'est des morts de l'ego continu. Et au contraire, c'est vraiment un acte de service, en tout cas dans mon cas. Et en fait, parce que elle n'a pas construit une marque personnelle, elle projette son interprétation basée sur pas d'expérience. Et donc très souvent, on va accepter d'avoir des gens qui n'ont pas l'expérience de ce qu'on est en train de construire nous, de nous donner leur filtre à eux, leur projection à eux sur ce qu'on fait, et on le prend pour argent comptant, et ça nous définit. Et donc moi, j'ai aucun problème à être jugée, mais je vais être jugée par des gens qui incarnent ce que j'incarne, ou plus, tu vois ce que je veux dire, mais pas des personnes qui viennent me parler de ma visibilité alors que eux-mêmes ne s'y exposent pas. Par exemple, dans ton cas, qui a fait du copywriting, qui t'est transformé dans une autre pratique, ce serait pas forcément très judicieux de demander conseil à un avocat sur tes projets de carrière ou un juriste. Tu vois, quelqu'un qui est resté. Pourquoi je le ferais? C'est un exemple que je te donne. Ça veut dire quelqu'un qui appartient à un mode de fonctionnement qui est passé, qui bouge. C'est pas forcément... Et pourtant, ça peut rester tes potes. T'as plein de potes qui sont encore juristes. Bien sûr. C'est pas forcément celles qui vont... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est ce que je dis souvent. Je dis souvent aux avocats, faites attention à vos trucs entre confrères, où il n'y a pas de tiers, où c'est les avocats qui gèrent des groupes d'avocats. Ouais, on a vite fait la projection, quoi. En fait, c'est ce que je disais ce matin à Audrey, c'est le manque qui s'auto-entretient. T'es dans un groupe de gens qui se sentent pas légitimes, comment tu veux commencer à te sentir légitime, en fait? C'est ce que j'oppose aux gens qui me disent, excuse-moi, oui, mais t'es pas avocat, comment tu fais? Justement, c'est parce que je suis pas avocat que j'ai un regard extérieur et que, du coup, ce biais d'illégitimité collectif, je peux le faire bouger. Mais parce que là, en fait, là, tu parles de la question de la légitimité, je dirais, technique, du faire. Pas que, d'accompagnement, de l'entrepreneuriat. Non. C'est très typique de la profession. On est légitimé par le succès de nos dossiers, par le client, par le système, par nos associés, nos mentors. C'est pas un self-validation, tu vois, c'est toujours externe. Donc c'est pas entrepreneurial par essence. Parce que du coup, c'est ta copie qui te dit si tu as eu 20 sur 20 ou 10 sur 20. Tu comprends? Ok. On passe à la boîte à questions d'Instagram. Allez. Donc pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, on a demandé à la communauté d'Alice, la communauté Insta, de nous poser des questions auxquelles on va répondre. Alice, faut-il être visible pour réussir? Il ne faut pas être visible pour réussir. Déjà, il n'y a pas de « il faut ». Pour réussir, il faut vouloir réussir et s'engager et plus jamais arrêter de faire ce qu'on a envie de faire pour le faire. On choisit comment on y va. La visibilité n'est pas du tout un prérequis selon moi. Beaucoup de gens font des business immenses sans aucune marque personnelle. En revanche, moi, j'utilise, en bonne psy que je suis, l'enjeu de la visibilité pour débloquer, en anglais on dit des energetics, des enjeux d'alignement intérieur qui en fait sont des plafonds de verre dans le business. Donc en fait, moi, je me sers de la marque personnelle, du branding, du fait de s'exposer comme levier pour augmenter ton leadership et justement augmenter cette auto-légitimation, augmenter... Donc, dans mon monde, il faut être visible pour réussir, mais pour réussir, pas entrepreneurialement, pour réussir à se libérer soi. La visibilité est un chemin que je trouve très thérapeutique. Donc, je l'utilise. Mais dans l'absolu, non. C'est pas une obligation. Donc, quelqu'un qui veut te rejoindre... Oui. Et qui veut développer un business sans se rendre visible? Qui peut le faire si... qui se pose la question. Voilà, est-ce que c'est... un prérequis? Un prérequis ou... Je forcerai pas quelqu'un, mais on saura, la personne et moi, qu'il pose une résistance à un endroit. Et c'est son choix de rester derrière. Par expérience, tous ceux qui passent la membrane de la visibilité récoltent beaucoup, très vite. Des nouveaux clients. Et c'est pas forcément en lien avec les publications, quoi. C'est encore une fois énergétique.
Il y a une autorisation qui s'est faite, il y a une ouverture qui s'est faite, et bam, ça rentre. Donc, c'est vraiment con de pas utiliser ce levier. Mais la personne a le droit de pas le faire. Enfin, chacun est dans son libre arbitre quand on travaille ensemble, quoi. Si elle veut pas le faire, elle le fait pas, et tous les chemins mènent à Rome. Mais ça reste quand même dans l'ADN de mes enseignements. Ok. Peut-on réussir sans réseau ? Peut-on réussir ? On a tous un réseau, même sans visibilité. À la base, on a tous quelque chose. Sans réseau dans ce sens-là, pas réseaux sociaux, excuse-moi. Est-ce qu'on peut réussir sans avoir un réseau ? Oui, aujourd'hui, plus que jamais, et grâce aux réseaux sociaux. Mais aussi grâce à des techniques de cold emailing, à des techniques de prospection à l'ancienne, grâce à son bagou, grâce à son courage, grâce à son audace de show up dans des événements. On peut tout à fait réussir sans réseau, on le voit partout, il n'y a aucun problème avec ça. Si on a envie de se planquer derrière j'ai pas de réseau, je peux rien faire, ok. Mais de toutes les façons, pour moi, les personnes qui se planquent derrière des excuses pour se justifier qu'ils peuvent pas réussir, c'est des gens qui ne veulent pas réussir. Parce que quand tu veux vraiment, il y a rien, il y a aucune excuse. Réseau, pas réseau, famille riche, famille pauvre. C'est pas le sujet, t'es inarrêtable. Regarde un Anthony Bourbon. Ou une Margot Cunego. C'est grave de ne plus aimer son métier. Est-ce que c'est grave de ne plus aimer son métier ? Bah non. Pourquoi ce serait grave ? Ce qui est grave, c'est de faire un drama autour du truc, de le dramatiser, de s'hystériser. Ah, j'aime plus mon métier. Moi, je vois beaucoup de gens très torturés, très dramatiques. Et qui posent souvent, tu sais, la question le sens. Oui, j'aime plus. Oui. Je trouve plus de sens. Oui, je trouve plus Alors là, je vais vers autre chose. Alors souvent, d'ailleurs, on oppose évidemment le métier d'avant avec un truc plus humain. Si t'as pas pu être humain dans ce métier-là, ça sera pas forcément mieux ailleurs, même si tu fais du yoga. Donc c'est pas grave. Pareil, moi je trouve que c'est un peu les violons, la petite chanson. Pardon pour ceux qui sont dans le truc, mais vous vous rendez pas compte qu'il y a un truc qui ronronne de ah, c'est dur en ce moment, je sais plus, j'aime plus mon métier. Alors je comprends, d'un côté je comprends, ça torture, mais d'un autre côté, moi j'ai été cette personne. C'est aussi une planque de malade. Tu vois, la façon la question est formulée, c'est grave de plus aimer mon métier. Bah, c'est grave si tu décides d'en faire un big deal et une excuse pour rester kéblo pendant 6 mois et pas savoir ce que tu veux et faire une crise existentielle et partir faire ta quête spirituelle que tout le monde fait maintenant en 2025. Ou juste de dire, ok, bah, c'est pas grave, on est en 2025, on se réinvente tous, on a tous, maintenant, je sais pas, tout le monde divorce, tout le monde change de métier, on change de ville, donc banalisons un peu plus ces changements et acceptons qu'il y a une impermanence et que c'est ok de changer d'identité. Ceci dit, pour moi, il y a toujours un truc suspect dans j'aime pas mon métier, parce que pour moi, un métier, c'est pas un truc qu'on peut aimer ou pas aimer, c'est la façon dont on le pratique, c'est la façon dont on interprète. Moi, j'aimais pas mon métier de psychologue tel que je le pratiquais dans un cabinet, en one-on-one, assise, à recevoir bloquée, des clients toute la à recevoir journée, des patients. Ça me convenait pas, j'aimais pas mon métier. Aujourd'hui, je suis toujours psychologue et entrepreneur et je m'éclate. Donc, c'est juste une upgrade à passer et à transformer ton métier. Et est-ce que c'est pas aussi une posture, c'est-à-dire on crée son métier, on invente son... Bah en fait, le truc, c'est qu'il y a des enjeux, notamment dans l'avocature ou dans la psychologie, déontologique, éthique, un enjeu de confrérie avec un ordre, etc. Donc, on part du postulat qu'on n'a pas le droit de réinventer son métier. Donc, ça constitue une transgression de réinventer son métier. Donc, ça te demande, encore une fois, de l'autolégitimation, du courage, d'aller oser risquer, tweaker ce métier, le réinventer, le recalibrer, quitte à subir le jugement réel ou fantasmé de tes pairs, te faire toquer par l'ordre qui va te dire « Qu'est-ce que tu fous là, c'est quoi ce truc ?» Et en général, rien de tout ça ne se passe. Mais c'est des enjeux réputationnels, c'est des enjeux de loyauté aussi à la forme initiale qui font qu'on n'ose pas réinventer. Parce qu'il y a plein de façons, justement, de réinventer son métier. Ça peut être dans sa méthode de travail, sans aller jusqu'à se confronter d'une certaine manière aux ordres. Dans ta façon d'accompagner tes clients, dans ta méthodologie, il y a plein de manières. Si t'as pas d'équipe, d'avoir une équipe. Si t'as une équipe, d'avoir une plus petite équipe, de travailler en télétravail, de travailler depuis la Thaïlande, de faire que du conseil, que du contentieux, de faire du groupe, sans effectivement perturber l'ordre. Mais
pour la personne qui a créé sa practice comme ça constitue quand même une transgression à un ordre établi. Quand tu décides de prendre une équipe alors que tu n'en avais pas, c'est hyper engageant et flippant. Tu peux avoir l'impression de ne pas le mériter ou de ne pas être encore prêt ou toujours de procrastiner. Et parce que tu as peur de passer le move qui te ferait de nouveau aimer ton métier, tu dis j'aime plus mon métier. On en prend une dernière. Les reconversions bullshit, est-ce que tu connais ? Ouais, ouais. C'est vraiment ce truc de je quitte le monde de l'entreprise pour devenir fleuriste. C'est pas des reconversions bullshit. En fait, c'est plus profond que ça. C'est des fuites. Ouais. Ça leur aurait demandé beaucoup plus de force de transformer par rapport à tous les enjeux de la transformation de l'existant que de devenir fleuriste. En fait, il y a une espèce de fantasme que parce que maintenant j'ai les mains dans la terre ou maintenant je fais de l'humain. Ouais, tu donnes du sens à ce que je fais. Je donne du sens ou je fais de l'art ou je sais pas quoi. On s'amuse mais on est les mêmes. Hein. C'est pas. Ah oui. Nous les premières. Hein. Nous les premières. Hein. Qu'est-ce qu'on a voulu... créativité, mon Qu'est-ce qu'on a voulu donner comme sens. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu dis attends, là où je suis, je peux incorporer tous les éléments dont je crois être séparée à cause de ce cadre-là. Et moi, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Toutes les facettes. La comédienne, la leader, la chef d'orchestre, la psy, la mentor, la gourou, l'artiste, la facilitatrice, la meuf qui fait des retraites, tout est là. Et en fait, il me suffisait d'avoir un axe vers lequel tout donner et de créer. Et donc, oui, pour moi, les reconversions, c'est... J'avais pas mon pouvoir ici. Je vais changer de crémière pour avoir plus de pouvoir. En fait, non, le pouvoir, ça se prend. Que tu sois là. Donc pour moi, c'est une fuite en avant. Ça veut pas dire que ça n'apporte pas plus de confort, parce qu'il peut y avoir vraiment du confort réel dans le fait de se désengager. Mais ce que t'as pas voulu regarder en face là, tu le regardes toujours pas en face là. Oui, après, il y a quand même peut-être des contextes qui te permettent d'aller chercher ton pouvoir. L'exemple classique, c'est salarié versus entrepreneur. C'est une grande question. Parce qu'en fait, on va volontairement aller prendre des jobs dans des écosystèmes qui vont nous confirmer notre système de croyance, où on va dire « Ah bah t'as vu, le salariat, c'est ça ». Et en fait, tu vas avoir le boss ou le N+1 ou le machin qui va venir nourrir l'idée. En fait, si tu avais déjà prévu dans ta tête qu'en fait, tu peux pas être salarié, que c'est pas cool, etc., que tu peux pas monter, que tu es bloqué, tu vas te créer un système, tu vas aller dans un système où tu vas vivre ça. Et donc après, tu diras, comme beaucoup de gens, j'ai quitté le salariat pour me lancer dans l'entrepreneuriat et maintenant, je n'ai plus un SMIC dans un bureau. Mais qui a dit que le salariat, c'était un SMIC dans un bureau ? Enfin, tu vois, il y a tellement d'options. Donc pour moi, non, on est créateur de sa réalité. On choisit, on positionne, on pose une intention et on peut se diriger vers des écosystèmes qui sont hyper épanouissants en tant que salarié et être créateur en tant que salarié. Ok. On va passer maintenant au démontage de mythes. Je vais te donner des phrases. Plus je travaille, plus je réussirai. C'est un peu vrai. Hein. Le truc, c'est que moi, j'aime bien dire, c'est pas travailler plus, c'est travailler mieux. Plus tu travailles, plus tu réussiras. Si le travail est calibré dans la bonne intégrité, dans la bonne direction et que l'action, elle est juste, elle est au bon endroit. C'est-à-dire que moi, personnellement, plus je prends la parole, plus je me monte sur les réseaux sociaux, plus je m'ouvre au niveau de ma gorge et que je m'autorise à dire les choses comme elles viennent, plus je suis en live, plus je donne, plus je réussis. C'est un effet domino, mais parce que je suis dans ma zone. Si par contre, ce que j'entends par plus je travaille, c'est le CRM, la newsletter, le nanana, tu vois, gérer les équipes, faire de la technologie, faire de l'IA, faire exécuter plein de tâches dans lesquelles j'ai pas de valeur ajoutée, je suis nulle. Non, là, je vais pas plus réussir. Ça, c'est complètement faux. Plus, effectivement, tu incarnes, c'est pas tant travailler, plus tu incarnes ton art, ce dans quoi tu es excellent, et tu laisses les autres prendre leur place dans là où ils sont, dans leur excellence, plus tu vas réussir. Et c'est là où c'est très intéressant parce qu'on touche du doigt un point central de ton accompagnement dès le bootcamp. C'est la différence entre faire et être. Ouais. Et là, quand tu dis, quand tu parles d'incarnation, plus je travaille, plus je réussirai.
dans le Plus je travaille, il n'est pas tant question de lancer des actions, mais d'incarner qui tu es. Ouais. En fait, on parle beaucoup du flow. C'est un peu à la mode. Mihaly Csikszentmihalyi, je sais plus comment il s'appelle, Positive Psychology. Il parle de ce state of flow des peintres quand ils deviennent, ils merge, ils fusionnent avec l'art, avec ce qu'ils sont en train de faire. Ou tu vois, c'est un moment de flow, quoi. Tu donnes le sein, tu vois, t'es complètement absorbé. Tu es, mais tu fais, mais tu es. Et en fait, quand t'es vraiment dans ta zone, et c'est le cas de beaucoup de gens que j'accompagne qui savent quand ils sont exactement à leur endroit, ils sont pris. C'est pas du travail, effectivement. C'est pas du faire, c'est de l'être pur. Et c'est une douleur pour beaucoup de pas trouver ce flow. En fait, c'est pas qu'ils trouvent pas ce flow, c'est qu'ils sont trop affairés à survivre et à faire plein de choses pour s'en sortir. Donc ils peuvent pas, il y a pas de place. Faut vraiment que tu acceptes de lâcher tous les trucs où t'es pas essentiel et que tu nous fasses le plaisir de laisser d'autres gens s'en occuper. Ça, c'est quelque chose que j'allais dire, alors déjà que tu incarnes, mais que tu transmets beaucoup dans tes enseignements. Oui. Je déteste la toute-puissance. On est tout-puissant, on est créateur, on est tout-puissant de bien s'entourer. On est interdépendant. J'aime pas l'hyper-indépendance. Je l'ai été pendant très longtemps. C'est pas que j'aime pas, mais t'as compris. C'est un truc qui a été très toxique. Donc, depuis que je m'ouvre à recevoir de l'aide, depuis que j'arrête de dire « T'as vu, moi, toute seule, j'ai réussi à nanana », et ben, je vais mieux. Et mon entreprise va mieux, et tout va mieux, et mes clients vont mieux, et tout respire. Je suis à ma place. C'est important de savoir où est ta place et de rester à ta place. C'est aussi une forme d'humilité. Et donc, oui, au même titre que je promeus la dimension salutaire de se rendre visible, et ben, je promeus la dimension salutaire d'accepter l'interdépendance. D'accepter qu'il y a d'autres gens, que tu as besoin. Et d'ailleurs, quand j'ai des gens qui commencent à devenir un peu des pièces maîtresses de mon équipe, j'assume ma dépendance. J'accepte d'être dépendant de toi et je fais confiance que si demain tu dois partir pour une raison ou pour une autre, tu seras réglo. C'est pas parce qu'on est en dépendance qu'on est emprisonné ensemble. Tu peux être remplacé, juste tu me laisses le temps de... Voilà. C'est un peu comme en amour, quoi. Je dépends de toi, mais si tu pars, je vais survivre. Tu vois, c'est... Parce que maintenant, on est très... Faut pas être dépendant. Tu sais, faut pas dépendre. Bah si, on dépend. Pour moi, tant qu'on dit faut pas dépendre, c'est mauvais signe. Ça veut dire au fond, tu la veux pas vraiment la relation. Tu veux pas accepter. Tu veux pas accepter le lien pleinement, ouais. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, derrière, il y a l'idée que plus tu vas être dépendant, plus ça va être dur s'il part ou si tu le perds. Donc, c'est encore du manque. Je vais pas prendre d'équipe, je vais pas prendre de gens parce que s'il me largue, tu comprends, c'est la merde. Donc, tu te prives d'un levier dans l'expectative que la personne va te larguer et que tu vas pas y survivre. Et comment tu t'en es rendu compte de ça ? Parce que on rentre vite dans une espèce de toute-puissance dont on n'a même pas conscience, parce qu'on commence parfois auto-entrepreneur, on fait tout seul, et puis ça marche bien, et puis Donc, comment... Très simple. Quand tu fais un truc, ça, dans ton corps, là, ça dit fais chier. Tu vois ? Ça dit, ouais, ça m'emmerde, ça. Bah ça, c'est un signal qui dit ok, ça j'aime pas, j'écoute ça, je me paye le luxe de trouver quelqu'un qui fait pour moi. Enfin, ça dépend si tu parlais de comment on trouve quoi déléguer ou accepter de la dépendance. Je sais pas si... C'est un peu les deux. C'est à partir du moment où tu trouves... Pour moi, il y a une logique dans ta phrase, en fait. Quand t'as trouvé, t'es en mesure de... T'es en mesure de savoir quoi donner et de quoi dépendre, effectivement. Ouais. Et c'est aussi ce qui fait que c'est sain de dépendre, c'est que la personne a une fonction précise. Ouais. Du coup, bah, c'est facile. Autre mythe, être visible, c'est être narcissique. Ah bah, c'est tout, ouais. Être visible, c'est être narcissique. C'est, selon moi, tout l'inverse. Je pense qu'il y a des personnes qui sont sincèrement fans d'eux-mêmes et qui ont vraiment une facilité, je pense à Nabila, à assumer, ou Kim Kardashian, tu vois, assumer, se montrer. Et en fait, c'est presque dans leur ADN qu'elles s'adorent et qu'elles sont prêtes. Enfin, ça fait partie du show de le montrer. Enfin, mais pour la plupart des gens,
c'est l'inverse du narcissisme. D'ailleurs, je sais pas si on peut parler de narcissisme même pour Nabila et Kim Kardashian ou Beyoncé. C'est juste une façon d'être au monde où ce qui est très dur pour beaucoup de gens est très facile pour elles. De par leur beauté, de par leur talent, de par peut-être un conditionnement des parents aussi qui ont poussé ce truc-là. La famille Kris Jenner et compagnie, c'était quand même des gens déjà qui étaient un peu dans la jet set et tout. Ça faisait partie de la culture de la famille. Beyoncé, elle a été entraînée à ça depuis toute petite. Donc, voilà. Donc, narcissisme ou conditionnement. Mais pour la plupart d'entre nous qui construisons une marque personnelle en tant qu'entrepreneur, non. C'est un enjeu de business et ça nous coûte énormément. Et on voit justement nos failles narcissiques tout du long. Et on voit à quel point on est fragile narcissiquement et pas fort narcissiquement. Et donc, beaucoup de gens, quand tu vois quelqu'un parler avec assertivité et tout, tu te dis « Oh putain, elle se la pète, elle a l'air à l'aise, machin. » Et en fait, tu te rends pas compte ce que ça lui a coûté d'être là et de parler avec cette voix-là. Donc, si t'as pas de marque personnelle et que tu publies pas sur les réseaux, checkette. Beva Cacha. Ok, un autre mythe. Réussir, c'est forcément sacrifier sa vie perso. Pas du tout. Réussir, c'est réussir. C'est réussir. Réussir, c'est réussir. Il y a pas de concept dans ma tête où réussir implique dedans sacrifice. Ça va pas ensemble. Réussir, c'est un tout. Tu as un tout. Ta santé, ton couple, ton mari, tes enfants, ou peu importe, tes fêtes, tes festivals, ta vie fusionne avec ton projet professionnel. Ton projet professionnel est au service de ta vie est au service... Ça va, tout est ensemble. La réussite, pour moi, est un acte holistique. Donc, il n'y a pas de réussite si elle implique du sacrifice. En revanche, effectivement, il y a des choix qui sont conscients, qui sont donc au service de tes choix. Donc, pour moi, ce ne sont pas des sacrifices. Mais moi, effectivement, dans ma construction, j'ai sacrifié ma vie sentimentale parce que j'étais occupée à bâtir. Mais j'ai pas sacrifié ma vie sentimentale. J'ai choisi de construire. Voilà. Donc, juste au niveau de la sémantique, quoi. Faire le distinguo entre sacrifice et choix. Parce que si tu fais des choix et que derrière tu pleures, c'est pas vraiment un sacrifice. C'est toi qui te victimises de tes choix. Tu vois? Et ça, justement, cette bascule, sacrifice versus choix, quand on travaille avec toi, c'est-à-dire qu'il faut que déjà, en prérequis, il y ait une certaine... Tu peux amener quand même tes clients à prendre conscience que là, tu es dans le sacrifice, là, tu es dans le choix et qu'en fait, c'est plus une question de choix que de sacrifice. À changer, tu vois, à se reprogrammer. Ouais. C'est la question qu'on m'a posée aujourd'hui dans un podcast, c'est quel est le point commun de tous les gens qui travaillent avec toi? Et j'ai dit, ils sont tous OK pour arrêter de se victimiser. Donc, c'est pas ton sacrifice, c'est est-ce que tu te victimises de tes propres choix ou est-ce que tu prends enfin responsabilité dans ta vie de tes choix et tu deviens quelqu'un d'intentionnel et quelqu'un qui prend responsabilité. À grand pouvoir, grande responsabilité. À petit pouvoir, grande victimisation. Enfin, tu vois. Et donc, oui, effectivement, on change de regard sur des trucs qu'on pensait subir et on s'aperçoit qu'en fait, on les a choisis et on décide de consentir à les rechoisir ou pas. Et donc, du coup, c'est plus du sacrifice, c'est un choix. Et il y a énormément de leviers pour faire d'une démarche sacrificielle une démarche qui n'est plus sacrificielle. Par exemple, la maternité. J'ai beaucoup de clientes qui sont mères au foyer, mères de famille, qui ont des métiers à haute responsabilité et qui font le ménage chez elles, les culottes de monsieur, le bain des enfants, pas d'aide à domicile, pas de... tu vois. Et donc, bah là... C'est vrai, t'en as beaucoup? Beaucoup. Des femmes dans la toute-puissance, qui veulent tout faire. Et dans leur business aussi. Tu te dis, mais moi, je pète les plombs. Enfin, je me pends, en fait. Et les meufs, c'est tellement ancré dans leur système qu'elles doivent faire, et jamais être fatiguées, et jamais se reposer, et jamais machin. Le sens du devoir est tellement moralement, intrinsèquement ancré en elles, dans leur ventre, que ça leur passe même pas par l'idée de déléguer un peu quelque chose, quoi. Et le mari, en général, il n'a pas d'utilité parce qu'on lui en a pas laissé, hein, tout simplement. Pardon. Mais... Et moi, ce que j'adore dans tes accompagnements, c'est que il s'agit de voir ça, de le reconnaître, de le voir. Il ne s'agit pas, une fois de plus,
de encore faire quelque chose, mettre en place. C'est presque tout l'inverse. C'est juste voir pour ensuite déconstruire et tout le reste se fait très naturellement. Ouais. La conscience et le courage. C'est les deux choses sur lesquelles je travaille. Je leur parle de l'intégrité. Et ensuite, c'est conscience. Donc moi, je suis très bonne pour éveiller les consciences, pour vraiment amplifier ton angle de vue sur toi-même de façon immense. Et je suis très bonne aussi pour t'insuffler le courage que t'as pas. Et mes programmes sont très bons pour ça. Parce qu'il y a une dynamique collective qui te laisse de moins en moins le choix, en fait. Une fois que t'es dedans, faut que t'y ailles. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens peuvent avoir des résistances à venir, parce qu'ils vont voir des choses qu'ils n'avaient pas vues, en bien et en moins bien, et ils vont devoir passer à l'acte. Donc ça peut freiner un peu à l'entrée. Et du coup, pour moi, c'est ça, les deux piliers de l'intégrité. La conscience et le courage. Dernier mythe, il faut choisir entre être stratégique et être authentique. J'en peux plus du mot authentique, alors que je l'adorais. Ouais. Je peux plus me le voir. Pour moi, la stratégie sert l'énergie et l'énergie sert la stratégie. C'est-à-dire que quand tu travailles sur ta stratégie, tu déverrouilles des trucs à l'intérieur de toi psychique. Et quand tu travailles sur ton psychisme, tu as des idées de stratégie qui arrivent que tu n'avais pas avant. Ça va ensemble. C'est comme si tu me disais le corps et l'esprit. C'est comme vaut mieux être dans le corps ou dans l'esprit. Les deux, mon commandant, quoi. Tu vois. Donc c'est stratégie, énergie, stratégie, psychisme. C'est la même chose. Ça va ensemble. C'est deux manières différentes d'aborder le sujet. Et l'un nourrit l'autre en permanence. On peut pas être que dans la stratégie. On peut pas être que dans l'énergie. Et je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce qu'il vaut mieux être dans le corps ou dans l'esprit ? Moi, ça me parle beaucoup et je pense que ça parle beaucoup aussi à tes clients parce que souvent, quand on fait des études, on est vachement là-dedans. Ouais. Et en fait, ce que j'adore aussi avec Avocation, c'est qu'il y a un moment où on se rend compte qu'on est tout le temps là et ça n'a rien à voir avec faire du sport, prendre soin de son corps. C'est pas ça. On se rend compte qu'on est tout le temps là et jamais dans le corps. Comment tu amènes aussi cette prise de conscience que en fait, c'est de l'holistique, c'est un ensemble? La première chose que je dis aux gens quand ils arrivent dans mon espace, c'est que quand ils étaient petits, on les a assis sur une chaise pendant des heures et des heures et des heures à ingérer de l'information et de la théorie sans bouger le corps ou très peu. Il y avait la cour de récré et la sieste quand on était tout petit, mais après, en fait, on passait quand même 8 heures vissés sur le cul sur une chaise, pas confortable, qui prend pas en compte, pas ergonomique, qui prend pas en compte notre corps. Il y a une non-prise en compte du corps dès l'école. En France, on plébiscite l'intellect, on est très élitiste intellectuellement, on valorise les gens qui font des grandes écoles, on valorise les grosses têtes, la tête est valorisée. Donc il y a ça aussi. T'es une grosse merde quand t'as pas des bonnes notes, hein. Ce qui veut pas dire que t'es pas intelligent par ailleurs. Mais voilà, c'est un fait. C'est les notes qui décident. Donc ça coupe aussi. Et quand t'as pas de bonnes notes dans certaines matières, ça va encore plus loin en France. Oui. Alors matière scientifique, bien sûr. Et puis, donc moi, je les aide à prendre conscience déjà qu'ils sont conditionnés depuis tout petit à négliger leur corps et prioriser leur intellect. De par le système scolaire et de par la France, le système français. Et ça déjà, ça procure ça. Ensuite, je propose à mes clients d'écouter mes transmissions avec tout leur corps. Émotionnel, énergétique, corporel, intellectuel. On a plusieurs corps. Canaux, exactement, corps. C'est vraiment, c'est comme plusieurs... Canaux de réception, ouais. Ouais, voilà, exactement. T'as des trucs qui provoquent des émotions, t'as des trucs qui provoquent des sensations, t'as des trucs qui provoquent de l'énergie. Donc, il y a différents... Voilà, on est multidimensionnel. Donc, j'invite les gens à écouter de façon multidimensionnelle mes transmissions. Et souvent, mes clients, quand ils écoutent mes transmissions, ils ont des réactions corporelles, du chaud, du froid, des poils qui se hérissent. Ils peuvent avoir des larmes, ils peuvent rire. Ils prennent conscience, en fait, mais en fait, ça vit. C'est pas qu'un truc intellectuel avec une stratégie. Ça me fait quelque chose. Et donc, en levant la conscience, tout simplement, sur le fait que tu vas vivre plein de choses, ça a toujours été le cas. C'est juste que c'était pas du tout, on te proposait pas d'observer ça, ni de l'écouter, ni d'en parler. Donc on faisait pas exister ces corps-là. Et donc là, on les fait exister. Et ça permet une absorption de l'information 100 fois plus importante
et une intégration de l'information presque intuitive, directe. C'est pas des gens qui ont besoin de reprendre leurs notes derrière. Tac, ils le mettent en acte. C'est intégré. Tout simplement parce qu'on l'a pris par tous les truchements. Est-ce que c'est pas le bon moment aussi pour parler justement des retraites que tu as organisées dans ce cadre-là, où justement il se passe quelque chose au niveau du corps? Tu vas en parler un peu? Mais en fait, il n'y a plus la dichotomie retraite en présentiel et programme en ligne, parce que maintenant, mes programmes en ligne sont des retraites. Des retraites virtuelles, dans lesquelles sont intégrées des pratiques corporelles, systématiquement quasiment, du dessin, de l'art-thérapie, de la respiration, du mouvement, de l'écriture. Alors, je le compte pas dans du corporel, mais c'est vrai que quand même, il y a un geste de la main. En tout cas, il se passe... La façon dont toi, en tout cas, tu l'amènes, à mon sens, elle répond à cette question de tous les corps. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais très attention des gens avec qui je travaille et que je propose à mes clients. Ce sont des gens qui ont conscience de tout ça. Donc, toi, c'est le cas. Donc, quand tu proposes d'écrire à partir du corps, du ventre, du cœur, de l'énergie, et ça crée des écrits beaucoup plus puissants, beaucoup plus incarnés, beaucoup plus vibrants. Dans les retraites, on en fait une d'ailleurs en novembre, on va beaucoup plus loin dans les pratiques corporelles, on est ensemble, les corps sont là, donc ça va plus loin, mais c'est quand même quelque chose qui est omniprésent, le corps parce qu'on m'a posé la question récemment, mais dans le virtuel, c'est pas un problème? Non, c'est extrêmement incarné, extrêmement habité comme espace, parce que c'est l'intention que j'ai posée et parce que je fais en sorte que ça le soit. Et puis, le fait que j'ai des liens très forts avec mes clients et les gens qui accompagnent mes clients, bah ça donne de la matière. C'est ce que je disais, si t'es en virtuel, que t'as un ton professoral, que t'as aucun lien avec le client, que t'es en froideur, t'es en posture de prof, que les mecs, tu leur balances juste de l'info et de la valeur, bah oui, c'est un problème, le virtuel. Parce qu'il y a de l'amour. Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la chaleur, il y a de la tendresse, il y a de la vérité, il y a de l'horizontalité, de l'égalité. On est tous dans le même bateau. Et je rebondis là-dessus. Très souvent, quand tu commences un hot seat ou un Q&A, en tout cas, on t'entend souvent dire... pour reprendre cette idée de cette vision de l'horizontalité, tu donnes, ils te donnent. Tu reçois autant qu'ils reçoivent. Oui, je suis en posture de réception, je suis pas en posture de... Ça a changé, ça. Avant, je projetais. Maintenant, je reçois et ça fait comme ça. Donc en fait, c'est pour ça d'ailleurs que je travaille exclusivement en live. Je travaille quasiment pas en asynchrone, parce que le live me permet, tu vois, c'est comme là, j'ai toujours besoin d'avoir cette boucle où c'est donner-recevoir en permanence. Et si j'ai pas l'autre, j'ai pas moi. Et ça, j'ai mis du temps à l'accepter, parce que je pensais que c'était une faille chez moi. Et en fait, c'est juste mon mode de fonctionnement. Et j'ai mis du temps aussi à comprendre dans quelle posture je devais être, moi, pour pouvoir être dans ce cercle de don, réception avec les gens. Et c'est très important pour moi de recevoir l'enseignement que je transmets. Parce qu'on a beaucoup de gens qui donnent des enseignements qu'ils ne reçoivent pas. C'est-à-dire, ils enseignent quelque chose qu'ils n'incarnent pas. Donc, à chaque fois que je fais une transmission, je la reçois et j'en prends bonne note moi-même. Et ça, c'est ce qui fait que je ne suis plus dans une posture d'aidant. Je suis dans une posture de miroir, de canal, de voix, d'inspiration. Oui, où chacun est un miroir aussi pour l'autre. Voilà. J'ai pas envie qu'on dépende, ouais, tu vois, de mon aide. J'ai envie qu'on ait plaisir et joie à être avec moi, ce qui est très différent. C'est un peu toujours encore cette histoire de dépendance, tu vois. Je suis pas irremplaçable, je me rends pas irremplaçable. C'est un plaisir, mais si jamais je suis pas là demain, ils sont toujours en leadership. Je les ai pas mis dans une position dans laquelle je pouvais mettre les gens avant, où je les rends dépendants de moi au point où ils peuvent pas me remplacer. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est intéressant parce que plus je veux pas être remplaçable, plus
Plus je veux pas être irremplaçable, plus je le suis. Moins je veux être dans la toute-puissance, justement, plus je suis toute-puissante. Comment tu t'en es rendu compte de ça? Est-ce que tu as vécu des situations où... J'ai vu que d'abord j'avais des réactions cutanées et corporelles après des événements. Je voyais que j'avais trop donné, que j'avais pas respecté mes limites. Ma peau, c'est mes limites. J'avais trop donné. Pourquoi je donnais trop? Parce qu'il y avait encore de l'illégitimité, parce que j'avais encore vachement besoin de me prouver, parce que j'avais encore peur. Et donc, comme beaucoup de gens en début de carrière, on donne plus. On projette plus. Sauf que ce dont on se rend pas compte, c'est que quand on fait ça, en fait, on prend le pouvoir. Souvent, quand on donne trop, on dit une plante que tu mets trop d'eau à une plante, tu la noies. Donc, en fait, ça a mis du temps, hein, parce que tout mon ego, il était quand même fondé sur la relation sauveur-sauvé à la base, hein, comme beaucoup de psys et beaucoup de gens de l'accompagnement. Mais à un moment donné, j'ai dit attends, je veux des gens dans leur puissance. Donc, je dois avoir une posture qui leur laisse la place. Donc, c'est pas que je dois donner moins, mais différemment. Je dois faire attention et être dans l'intention de combien je donne. Et c'est magique parce que moins je donne, plus ça... En fait, il y a tellement... C'est comme des huiles essentielles, mes trucs. C'est tellement chargé, déjà, c'est tellement intense que t'as pas besoin d'en mettre des tonnes, quoi. Donc, voilà, j'apprends à calibrer mon don. Je pense que c'est le travail d'une vie, hein, mais... Et à laisser ces personnes, ces clients prendre leur place. Ouais, et surtout dans l'entrepreneuriat et dans le travail qu'on fait, parce que finalement, même des gens qui ne sont pas entrepreneurs peuvent travailler avec moi. Travail de responsabilité. C'est un chemin où il n'y a plus de... Tu sais, il y a plus de... On ne te dit pas à gauche, à droite, il n'y a plus de GPS. T'es seul, le chemin, il disparaît. Chaque pas... ça, c'est là où on va. Donc, en fait, je vais pas me mettre devant en disant, là, non, le but, c'est que tu sois à l'aise de marcher. C'est pas qu'il y ait toujours quelqu'un qui dit, t'inquiète, c'est à gauche, t'inquiète, c'est à droite. Tu vois, c'est aussi, c'est tout le chemin du leadership, en fait. Donc, moi, l'idée, c'est que ce soit des leaders in the making qui deviennent des leaders. Et plus vite je les jette dans la piscine. C'est pour ça, moi, je me garde bien de donner trop de détails, tu sais. Alors, on va faire ça, puis je te promets ça. J'ai arrêté de faire ça. Ouais, non, c'est pas du tout comme ça avec toi. Mais ça va aussi avec l'idée de créateur. Ouais. D'ailleurs, tu le dis au début de chaque accompagnement, tu es le créateur. Je suis le créateur. Et donc, il y a vraiment une dimension d'autonomie, de responsabilité, d'intégrité qui est partout, en fait. Ouais, tout en étant dans une grande interdépendance. Parce qu'en fait, toute cette autonomie et la beauté du résultat de mes clients, c'est quand même le collectif. Ouais, dans un collectif très vivant, très puissant. C'est ça, c'est le soutien, l'amour que tu reçois in the making. Moi, j'ai pas eu ça. C'est ça dont j'avais besoin. Moi, je l'ai vécu vraiment seul comme un rat, à crever, à avoir peur. Mes amis, ils étaient là, mais ils vivaient pas. Tu vois, c'est différent quand même de vivre une initiation seule ou d'avoir quelqu'un à côté de toi qui vit une initiation en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, j'ai créé ce dont j'ai manqué au moment où je l'ai fait. Parce que ça va pas être si terrifiant et si dur. Ça peut se passer de façon gracieuse et harmonieuse. D'aller vers son leadership. Ça et légère. Et légère, ça va pas... Moi, ça a été terrifiant. Ça va pas être terrifiant. Vraiment. Et d'ailleurs, je le vois, j'ai eu Julie hier en podcast ici. Elle était pas traumatisée de son parcours, hein, et pourtant tout s'est fait, hein. Elle a doublé son chiffre d'affaires, c'est plus la même meuf. Elle a pas du tout eu le même parcours que moi. Donc je me dis, c'est génial, j'ai quand même... Là où j'ai souffert, ça a servi à faire un truc qui fait que l'autre il souffre pas et il peut y aller, quoi. Mais on voit d'ailleurs dans les partages, dans les témoignages, parce que ta communauté est très très active. Ça envoie beaucoup de messages, de love, de bonnes nouvelles. Enfin, ça partage beaucoup. C'est un réseau social dans le réseau social. Et on voit justement à quel point ça fonctionne, à quel point quand il y a de l'envie et de la détermination et de la clairvoyance, voilà, ça se place tout seul. Ouais. C'est un truc de ouf. C'est vraiment... Et c'est là où tu vois... ton portable, il y a quand même écrit Hachem is my designer. Ça veut dire, en gros, Hachem, c'est le dieu des Juifs. Dieu est mon architecte, quoi, mon designer. Et en fait, ça a été une des plus grandes leçons que j'ai reçues
de Jesus Christ, parce que moi j'ai un lien très fort, alors que je suis juive, à Jésus-Christ. C'est mais moi devant, en fait. C'est-à-dire, tant que je voulais être la super coach, ce que tu dis là, qu'en fait tout se fait, je ne lui laissais pas la place, puisque c'était moi qui prenais toute la place et qui disais j'ai les outils pour toi. Mais en fait, chacun reçoit sa guidance, chacun reçoit ça. C'est pas que moi, j'ai pas le privilège de ça. Et à un moment donné, j'ai mis du temps à comprendre, mais en fait, c'est l'énergie qui bosse pour moi là. Moi, je me fais juste vecteur d'un truc. Et après, eux, ils reçoivent leur truc. Et puis, ils ont le même, comme moi. Et ça a été égotiquement très difficile. Ça a été, je pense, le passage le plus difficile. Parce qu'en fait, au fond, j'avais envie d'être Dieu. Je voulais être Dieu. Et qu'est-ce que c'est lourd. Il y a beaucoup d'avocats qui veulent être Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent accompagner, qui veulent... J'ai sauvé dans ce procès. Et Le chemin de croix n'est pas le même. en fait, plus tu let God, plus tu laisses Dieu, la vie, la source, la mère nature, Ce que tu veux. l'univers, moins t'as à bosser, plus les gens ont des résultats de dingue. Voilà, t'es une femme, un homme au service, tu te laisses faire. C'est le rêve. C'est le rêve. Merci. Mais l'ego... N'est jamais très loin. Non, il est in the way de ça. Pour accepter, vraiment, hein, c'est... Je voulais pas. Tu vois. Alors que c'est tellement mieux. Mais il y avait un truc, il disait, non, attends, moi... C'est quand même moi. Donc c'est pour ça, ça me fait rire quand on dit, est-ce que c'est du narcissisme ? Ouais. Il y a qu'une personne qui est encore dans son ego qui peut poser cette question. Quelqu'un qui a fait le chemin sait à quel point c'est... Bref. On arrive à la fin de ce podcast. Je veux te poser une dernière question. Ouais. Quelqu'un qui arrive dans ton écosystème, mais qui te connaît pas, qui a vu 2-3 trucs comme ça, il arrive, il veut travailler avec toi, Ouais. il te veut. Ok. Il fait quoi ? Il va où ? Comment ? Il vient me parler. Il m'écrit un message. Un mail, un inbox sur WhatsApp, un commentaire. Il se démerde. D'accord, il n'y a pas un produit, un atelier, Il y a une masterclass, des masterclass qui vont être lancées, qui vont permettre aux personnes de goûter à ce travail, soit gratuitement, soit à des prix très accessibles, pour ensuite éventuellement rejoindre une de mes offres. Et l'idée, c'est que, comme dans une boutique, on n'a pas forcément envie de tout acheter, on n'a pas forcément besoin d'un pull quand il fait 40 degrés. Donc, c'est de pouvoir diriger les personnes vers le programme qui est juste pour elles et de continuer de créer des programmes au gré des gens qui arrivent et de me laisser inspirer par les besoins. Et voilà, d'avoir des programmes qui seront... là en live tout de suite, des programmes qui ont peut-être déjà été tournés mais que tu peux aller regarder dans un bundle. Et les masterclass sont les endroits pour si t'es intrigué par moi, venir se familiariser, se sensibiliser et voir si vraiment ça résonne et c'est le moment pour toi. Moi, ma mentor, j'ai fait 3 ans de masterclass avant de rentrer dans son mastermind. J'étais pas prête. Et pourtant, c'est la femme la plus exceptionnelle. Je l'adorais, mais j'étais pas prête. Donc, il y a aussi le timing. Timing divin. Divine timing. Jesus Christ. Faut faire confiance au timing divin. Faire descendre la loi divine. الليل مجنونة خلي الفرحة مضمونة